sauver la forêt primordiale. Non, le monde de la lune. Habitants chers la terre. Le Congo profond. Zinga. Le support de la DIPA, de la décennie des personnes afrodescendantes de l'UNESCO. On voulait quand même le présenter, ce film, pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte que la DIPA se fait. Voilà. Et ce soir, le thème de la soirée, effectivement, c'est Nek Von Nek, est-ce vrai ou pas? Suspense. Donc, notre interlocuteur, c'est Kakoko, qui a écrit un livre sur le sujet. Yovoda, je ne me rappelle plus, et que j'ai lu, ça fait un moment. Je suppose que tu n'es pas arrivé au tout début. Effectivement, il y a 2 temps. Un premier temps, on présente un film qui rappelle un peu les paramètres anthropologiques de ce qu'on appelle personnes d'ascendance africaine, ce que l'ONU a appelé personnes d'ascendance africaine. Ce film est donc produit par l'UNESCO, qui est le département éducation de l'ONU. C'est donc un département de l'ONU. Il s'agit donc de bien poser le contexte pour faire comprendre aux uns aux autres dans quel cadre nous situons ces journées de la Fondation. Et ensuite, effectivement, je reviendrai sur le sujet que vous avez évoqué, les grandes nègres. L'Afrique était volontairement rentrée dans l'image des billets, ça me serait tardé, mais on avait voulu prendre quelques sentiments, questions sur ce qu'on venait de voir. S'il y en a, voilà, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez envie de prendre la parole, on a vu 2 ou 3 minutes d'échange. Oui? Sonia? Je suis Kakoko, auteur, conférencier spécialiste du panafricanisme, enfin, qui s'intéresse particulièrement au panafricanisme. Donc, je fais des conférences sur le panafricanisme. Et j'ai commis quelques ouvrages sur le même sujet. Donc, je vais vous parler de Nek Van Nek. Les Africains sont-ils volontairement rentrés dans l'engrenage négrier? Alors, mon propos va à contre-courant de ce qui est enseigné sur cette question. Dans la plupart des ouvrages au programme d'enseignement, quels que soient les niveaux d'enseignement, l'histoire qui est racontée n'est pas celle que je vais vous raconter. Je vais essayer d'être suffisamment précis pour que vous ayez la possibilité de vérifier les positions que je prends et aussi de poursuivre la recherche si cela vous intéresse. Donc, mon propos consistera à montrer que la doxa, c'est-à-dire l'opinion communément admise, est fausse. Et je vais montrer en quelques points pourquoi elle est fausse, pourquoi je pense qu'elle est fausse. Donc, cela provient. J'ai déjà donné cette conférence, je crois que la première fois c'était en 2013 à Paris. Ensuite, je l'ai donnée à différents endroits, notamment en Guadeloupe, récemment en Afrique et à Haïti. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi, qui fréquente la Martinique depuis si longtemps, de pouvoir en parler aujourd'hui ici en Martinique. Cette conférence procède du premier ouvrage que j'ai écrit il y a une petite dizaine d'années, qui a été publié en 2010 aux éditions Amigo. Alors, Nek Van Nek, on peut reprendre la question différemment. Les Africains sont-ils responsables de leur propre holocauste? C'est ce que ça veut dire, Nek Van Nek. On peut la poser encore différemment, et c'est toujours le même problème, la même problématique. Les Africains peuvent-ils être coupables du Yovoda? Parce que dans les langues africaines, on ne dit pas traite négrière, c'est qui s'entend, c'est normal. Mais dans cette langue, on dit Yovoda. Et Yovoda, sur les côtes du golfe du Bénin, ça signifie. Je vais vous dire ce que ça signifie tout à l'heure. Qu'est-ce que j'entends par Yovoda? Donc, en général, quand on raconte l'histoire de l'Afrique, on distingue 3 périodes. Les déportations, la colonisation, les indépendances.
Je considère que ces trois périodes sont peut-être des périodisations d'une longue histoire qui est toujours la même. Et cette histoire est caractérisée par la défaite militaire des Africains face aux Européens. Donc, colonisation, déportation, indépendance, tout ça procède d'un événement fondateur originel, c'est la défaite militaire face aux Européens. C'est donc cette conjoncture historique marquée par cette défaite que personnellement j'appelle Yovoda. Et Yovoda est un terme emprunté évidemment aux langues africaines. Qui signifie européen, homme blanc, et Da signifie malfaisance, crime. Donc Yovoda, c'est le crime de l'homme blanc. Donc en fongouais, dans les langues fond, dans le golfe du Bénin, ce qu'on appelle communément traite négrière s'entend par crime de l'homme blanc. Et donc, dès que je traduis en africain, je comprends que le crime de l'homme blanc ne peut pas avoir été commis par les Africains. Et je peux arrêter là mon propos. Bon, ce serait trop facile évidemment, mais c'est le raisonnement par là-dessus. Du point de vue des Africains, que c'est ce que je vais porter maintenant, ça ne peut pas être eux qui se sont eux-mêmes emmenés dans ce qu'on appelle l'engrenage de l'Église. C'est pas possible. Ça n'existe même pas dans le règne animal. Donc, il ne suffit pas de poser cette pétition de principe. Il faut encore l'argumenter, c'est ce que je vais essayer de faire. Mais je dis que les grands textes, ça signifie que les Africains sont responsables. Et donc, je vais commencer par dire ce qu'on entend par responsabilité. En droit civil, est responsable la personne qui répond, respondere, responsable, ça vient de respondere, qui répond juridiquement d'actes commis, enfin, d'un acte ayant causé lésion à autrui, ayant lésé autrui. Donc, est responsable la personne qui répond, on va dire juridiquement en droit, mais moralement, on peut dire aussi moralement, d'un acte. C'est ça être responsable, c'est répondre d'un acte. Et donc, avoir la capacité d'en répondre, bien entendu. C'est ça être responsable. C'est donc pas être complice, hein, c'est responsable. C'est l'acteur principal de la cause génératrice de la lésion. Donc, la question de la responsabilité des Africains revient à savoir quelle est la part que ces Africains ont prise dans leur propre ensauvagement. Quelle est la part? Nous renvoie à quels sont les protagonistes africains. Parce qu'on ne peut pas être collectivement et de façon indéterminée responsable. S'il y a des responsables, la responsabilité est d'abord individuelle. Elle est singulière. Je dis individuelle, je veux dire singulière. C'est-à-dire, on singularise les auteurs de l'acte ayant causé lésion. Donc, il faut qu'on identifie les protagonistes africains qui portent cette responsabilité. Et bien, dans l'historiographie, vous pouvez chercher, moi, ça fait quelques années que je cherche, vous ne trouverez pas. Les protagonistes africains proprement identifiés, quand je dis protagonistes des États, leurs souverains, etc., identifiés avec une période historique où on peut les documenter, qui aient eux-mêmes volontairement participé à cela. Vous pouvez chercher, c'est un bon pari. Hein? Alors, pour critiquer ce point de vue, je vais convoquer un auteur français qui a popularisé cette historiographie il y a quelques années, et c'est lui qui a suscité mon ouvrage. Donc, le sien a été publié aux alentours de 2005, sauf erreur, et bon, quand je l'ai lu, c'était chaud, j'étais trop mal, et donc j'ai passé. Je l'ai relu, ça n'allait pas du tout. Et lorsque j'allais sur la toile pour dire, mais non, c'est faux ce qu'il raconte, mais toi, tu es qui? Déjà, on a commencé par dire, tu l'as lu? J'ai dit, ah non, mais 30 € pour lire quel ouvrage, vraiment, c'est chaud. On dit, ouais, tu es malhonnête, tu ne peux pas critiquer un ouvrage que tu n'as pas lu. Oui, mais j'ai vu des recensions dans la presse, mais ça ne suffit pas. Donc, déjà, je me suis appauvri de 30 € pour acheter le livre d'Olivier Couture pour avoir le droit de dire que ce qu'il dit est faux. Et ensuite, je l'ai lu et relu, je ne sais pas, une dizaine de fois. Si je vous montre mon exemplaire, il est stabilisé de partout. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de rassembler les différentes critiques que j'avais notées dans un ouvrage et de les documenter
Donc je relis tout ce que j'avais lu parce que je n'ai pas attendu au premier pour le lire, c'est précisément parce que j'avais lu d'autres auteurs que je savais qu'est-ce qu'ils racontaient, enfin, que je pensais qu'est-ce qu'ils racontaient ne tenait pas la route. Donc j'ai rassemblé un certain nombre de choses que j'avais lues depuis une dizaine d'années, et ça m'a pris 4 ans pour les rassembler, pour les documenter, pour les ordonner et faire un ouvrage de 300 pages avec des centaines de références bibliographiques pour établir le point de vue que je soutiens ici. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien, je n'ai pas fait des études d'histoire, j'ai fait des études plutôt en économie, prévision économique et sociale, je suis consultant. Bon, mais comme vous savez, on va à l'école, quand on termine ses études, on retourne à l'école de soi-même. Donc depuis 20 ou 25 ans que j'ai terminé les études supérieures, je ne lis que des choses qui nous concernent. Le reste, ça me... Voilà. Donc, voici ce qu'il dit. Olivier Pétré-Gonignon à la page 74-77, au page 74 à 77 de son ouvrage. Donc, je ne donnerai pas le titre pour facilement le trouver. Il a été primé par le Sénat. Ça a fait de lui directeur de recherche au CNRS. Donc, bon, vous pouvez trouver. En revanche, le mien, vous avez beaucoup de mal à le trouver. D'ailleurs, je n'ai même pas d'exemplaire depuis quelques années. Je doute que quelques-uns parmi vous l'aient jamais vu. L'ouvrage dont je parle. Donc, il dit, sans l'existence en Afrique d'une offre en captif assez importante et élastique, c'est très... Alors, bon, élasticité, ceux qui ont fait économie, vous savez, c'est pas... L'élasticité, c'est un rapport positif entre deux variables. C'est-à-dire, par exemple, si on dit plus telle marchandise est rare, plus son prix augmente. Il y a donc une élasticité prix entre cette marchandise et le prix. Enfin, il y a une élasticité prix de cette marchandise. Donc, une offre élastique, c'est une offre qui augmente au fur et à mesure que la demande se précise. C'est ça une offre élastique. Ok? C'est une offre qui répond positivement aux impulsions de la demande. En économie, c'est bon. C'est pas un économiste, hein, je vais le montrer, enfin, dans l'ouvrage, vous allez voir, je vous montre, alors que j'ai que une maîtrise de sciences et tout, je vais vous montrer que c'est pas un économiste. Bon, mais bon, il a pris un terme de fait technique. Ces traits culturels de chrétiens n'auraient en effet pas pu se développer. L'essentiel des captifs produits en Afrique, en Afrique, noirs, bon, les guillemets, c'est pour faire genre, hein, ils pensent vraiment qu'on produisait des êtres humains. Il y avait des esclaveries, il y avait des. Comme il y a des porcheries en Bretagne, il y avait des esclaveries, on produisait des êtres humains. Mais il met les guillemets, bon, parce que c'est quand même un universitaire, il ne faut pas qu'il choque tout le monde. En Afrique noire, le fut par les pouvoirs en place. Ce sont les rois africains qui eux-mêmes produisaient, comme on produit des ignames ou bien des porcs, produisaient des esclaves. Globalement, ceux-ci sont donc restés les maîtres des jeux de l'échange tout le temps que dura la traite. Globalement, ceux-ci sont restés les maîtres des jeux de l'échange tout le temps que dura la traite. Ils sont restés les maîtres, mais ils sont restés tout le temps. En conclusion, l'Afrique noire est concrètement et volontairement entrée dans l'engrenage négrier. Donc voici en un petit paragraphe l'amont d'un ouvrage de 350 pages de Olivier Pétré-Gonignon, et c'est très bien dit. Il n'est pas l'auteur de cette façon de penser, mais il la synthétise avec brio. C'est la manière de penser en historiographie européenne occidentale de l'histoire des déportations transatlantiques. Donc, il n'est pas coupable de le penser, il ne fait que restituer une pensée qui est tout à fait à l'œuvre dans toutes les institutions historiographiques européennes. Je dis tout, je ne l'ai pas vérifié, mais je ne connais pas beaucoup d'ouvrages où on dit autre chose que cela. Donc voilà, en concentré, le point de vue que je vais combattre ici devant, enfin combattre, en tout cas discuter et critiquer. Combattre, bon, on va se calmer. Il y a eu des tentatives judiciaires, etc., qui se sont rapidement calmées, et puis ceux qui ont porté ces tentatives judiciaires ont eu, il me semble-t-il, en contrepartie, quelques accessites. Bon, donc, Pétré-Gonignon, dans son livre et dans l'extrait que j'ai proposé, il dit 4 choses. La première, qu'il existait en Afrique, déjà avant l'arrivée des Blancs, il existait des plantations d'esclaves. La deuxième chose, ce sont les pouvoirs locaux qui organisaient cette activité, qui réalisaient ces plantations d'esclaves.
La troisième chose, ils sont restés les maîtres de cette production tout le temps que dura l'affaire. En conséquence, les Africains sont entrés volontairement dans ce business négrier. C'est ça son économie agroalimentaire. Et bien, je vais montrer que ces 4 propositions sont fausses. Elles ne sont pas fondées historiographiquement, elles ne sont pas fondées sur la documentation. Donc je vais les prendre une à une, ça va être très scolaire, mais c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc je reprends la première. L'esclavage antérodal, l'esclavage avant l'arrivée des Blancs. C'est la première proposition. Et voici l'extrait dans laquelle on trouve cette proposition. Sans l'existence en Afrique du Nord de captifs, sans l'existence, donc, s'il n'existait pas avant, ça n'aurait pas démarré. C'est ce qu'il dit. Et bien je vais vous montrer qu'il n'existait pas avant, justement. Mais pour dire qu'il n'existait ou qu'il n'existait un esclavage en Afrique, encore faut-il savoir ce que c'est qu'un esclave. Et bien ça, vous pouvez chercher dans les 360 pages de New York, à aucun moment, et vous proposez une définition de l'esclave. Du coup, il peut vous raconter n'importe quoi. Vous êtes obligé de le croire sur parole, il ne sait pas, il ne vous dit pas de quoi il parle. Qu'est-ce donc qu'un esclave? C'est un être humain qui est la propriété légale d'un autre être humain. Tout le droit européen est fondé sur ça, très précisément. Vous prenez les Grecs, vous prenez qui vous voulez, tous les philosophes du droit, l'esclave est un être humain qui est la propriété légale d'un autre être humain. Ce qui suppose qu'il ne peut pas y avoir d'esclaves dans une société qui ne soit pas esclavagiste, c'est-à-dire dans une société qui n'admette pas dans son arsenal juridique la possibilité qu'un être humain soit la propriété d'un autre être humain. Si donc une telle société n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'esclaves. Il peut y avoir d'autres formes de servitude humaine. Mais l'esclavage, c'est très précisément ce que je viens de dire. Donc si quelqu'un vous dit qu'il existe des esclaves en Martinique aujourd'hui, là, demandez-lui où sont les tests qui permettent à quelqu'un d'être propriétaire d'un autre être humain en Martinique. S'il dit non, c'était en 1970, donnez-moi le contexte juridique de 1970 qui établit cela. Si donc, Bruniot dit, avant l'arrivée des Blancs, donc avant le XVIe siècle, il y avait de l'esclavage en Afrique, montrez-moi des tests qui établissent le statut d'un être humain, propriété d'un autre être humain en Afrique. Bien entendu, ce qu'elles vont vous dire, ah oui, mais l'Afrique c'est une civilisation de l'oralité, c'est normal qu'on n'ait pas trouvé les tests. C'est n'importe quoi, c'est parce qu'ils ne sont pas renseignés. L'Afrique est le berceau de l'écriture. Et il se trouve que les archives écrites de l'Afrique sont les plus nombreuses au monde. Hein? Sauf si vous ne savez pas que l'Égypte ancienne est une société négro-africaine. Et que les archives, les papyrus égyptiens, ce qu'on a découvert au regard de ce qu'on a déjà étudié, c'est peanuts. Les plus anciennes archives connues au monde sont africaines. Et on écrit en Afrique depuis Nani Nana. Il y a plein de systèmes d'écriture partout. Si vous allez à Tombouctou, quand il y avait des universités à Tombouctou, en France, je ne sais pas comment ils étaient. Je vivais peut-être encore dans les blocs, quand il y avait des universités. Quand j'exagère, c'est au XIIIe siècle, il ne faut pas exagérer. Mais en fait, personne ici, en fait, trop peu de gens se représentent une Afrique avec des lettrés, une ville comme Tombouctou, où on trouve aujourd'hui plus de 700 000 volumes d'archives inexplorées, inexploitées. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas d'écriture. Allez montrer dans ces archives le droit pour un être humain d'être la propriété d'un autre être humain en Afrique. Allez le montrer, puisque les archives existent, il ne faut pas protester de leur absence pour raconter n'importe quoi. Donc voilà, si je veux discuter de l'existence ou non de l'esclavage, je dois savoir déjà ce que c'est. Si je ne sais pas, je parle dans le vent. Je couillonne ceux qui le font, ne sont pas attentifs. Et moi, là, pourquoi je dis aucune preuve de l'existence en Afrique ancestrale, donc l'Afrique avant les déportations, de sociétés où l'homme avait le droit d'être propriétaire d'un autre homme en tant que bien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de code noir dans l'histoire juridique de l'Afrique, il n'y a pas. Et pourtant l'histoire juridique de l'Afrique est la plus ancienne au monde. Maintenant, je vous cite des sociétés africaines documentées. Et je vais vous donner tout de suite les sources. Kemet, qui sait ce que c'est Kemet? Je suppose que vous savez. Hein? C'est le nom de l'Égypte ancienne, enfin translittéré dans la langue des Égyptiens. Donc c'est la civilisation la plus ancienne et la plus brillante dans la galaxie.
dont les archives anciennes sont les plus nombreuses. Et parmi ces archives, on trouve des archives juridiques, et je vais vous présenter une spécialiste de ces archives juridiques qui les a étudiées. Et qui les a étudiées expressément dans l'intention de découvrir, enfin, de déterminer s'il existait ou pas de l'esclavage dans les dites archives. C'est Bernadette Menu. C'est une Française. Et ces publications sont antérieures à celles d'Olivier Petit. Donc, il ne pouvait pas le savoir parce que c'est une immense spécialiste de la question. Si moi, petit, rien du tout le savait, lui devait pouvoir le savoir. Donc, je dis, ça n'existe pas. Mais je vous cite les sociétés africaines antérieures à la période visée. Couche, Ouagadougou, Congo, Zimbabwe, le Zimbabwe actuel, etc. Quand je cite ces pays, ceux qui ne sont pas au courant, vous pensez que c'est des petites huttes, des tribus, des choses comme ça. Le Ouagadougou, à son approche au 9e siècle, était plus grand, géographiquement plus grand que toute l'Europe esclavagiste. C'était le pays le plus riche au monde de l'époque. Et c'est vraiment, je ne peux pas avoir pour le dire. Prenez les sources arabes, des écrivains arabes qui visitent le pays et qui racontent, et nous avons ces sources. Je vous cite l'ouvrage, si vous voulez, un ouvrage où un auteur français, un chercheur français, a rassemblé 70 auteurs, un peu plus de 70 auteurs arabes de l'époque qui parlent de l'Afrique. Il a pris les extraits de leurs ouvrages où ils parlent de l'Afrique, les a collectés dans un ouvrage. Donc c'est Joseph Marie Kioch. Les sources arabes de l'histoire africaine du 8e siècle jusqu'au 16e. Prenez ces documents, vérifiez dedans si on trouve de l'esclave ou bien de comment on parle de Ouagadougou, que d'autres appellent Ghana. Hein? Il va vous dire, ce sont des pays riches, immensément riches. Le Congo, c'est le Congo, c'est un pays qui aujourd'hui, représentez-vous l'Angola, déjà la RDC, la République démocratique du Congo, est presque aussi grande que toute l'Europe. Or, URSS, l'Europe dite occidentale. La RDC. Or, la RDC n'est qu'une partie géographique de Congo-Dinanza, qui au XVIe siècle a sa propre monnaie. J'ai publié un ouvrage où je présente cette monnaie, où je rapporte la documentation existante sur cette monnaie, à sa propre administration, à sa propre armée, et elle commence à construire des églises. C'est ça qui va, enfin, à mon avis, c'est ça qui va précipiter sa chute. Mais bon. Donc, ce sont des États qui font plusieurs millions de kilomètres carrés et qui sont plus puissants et plus prospères que les États européens de la période comparativement. Zimbabwe, vous pouvez voir les ruines de Zimbabwe, hein, vous allez voir les murailles, etc. Ce ne sont pas des gens qui peuvent vendre leurs enfants, qui fabriquent une telle architecture. Bien souvent, la culture matérielle, la production matérielle d'une population donne une idée de son degré de prospérité. Regardez les Africains aujourd'hui, les continentaux. Ils sont pauvres et ils fabriquent rien, ils importent tout. Donc si vous voyez des édifices partout, c'est que cette population est suffisamment prospère et en paix pour se donner le temps de fabriquer. Regardez quand même la statue Eiffel. Vous pouvez comparer ça à une statue européenne de l'époque? Ou bien vous ne connaissez pas la statue Eiffel? Ah bah, je suis désolé. La statue en bronze de Eiffel, c'est un niveau jamais atteint. Bon, j'ai gagé à peine de vérifier ou faire votre idée, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les bamboulas avec une plume dans les fesses qui court l'Afrique de la période dont je parle. Et mon prochain livre va porter sur les 2000 ans qui précèdent l'arrivée des Européens. On peut voir dedans la documentation. Kalala, qui est ici, a déjà fait des travaux sur ça, des publications sur cette Afrique qu'il appelle l'Afrique impériale. Voilà, Kalala est là. Donc ceux qui savent ça, on ne peut pas les tromper. Pendant 2000 ans avant l'arrivée des Blancs, on n'a rien à leur envier au point de vendre nos enfants pour avoir je ne sais pas quoi. Donc quiconque connaît l'histoire des 2000 ans qui précèdent cette histoire ne peut pas croire ces arguments. Il faut qu'on les trouve ailleurs. Voilà. Donc, je vous signale deux références bibliographiques. Elles vont apparaître dans mon texte, mais je le fais parce que je vais faire rapidement vite fait. C'est Histoire générale de l'Afrique en 8 volumes
C'est un document qui date des années 1970, qui a été publié dans les années 80, en 8 volumes par l'UNESCO, qui établit l'état général de la connaissance en histoire de l'Afrique par les meilleurs spécialistes mondiaux des années 70. On vous parle de ces différents pays que j'ai cités ici. Quoi? Il est disponible en PDF en ligne. Il est gratuit, vous pouvez l'imprimer. Non, il est disponible en 18 langues. Et on peut le télécharger en PDF. Mais moi, j'ai plutôt des PDF, c'est peu plus chaud. Bon. Oui. Tous les souverains espagnols sont jusqu'à aujourd'hui les hommes les plus riches de tous les hommes qu'il y a des hommes de terre. De la fin même C'est qui a étudié la question. Oui, ouais, le personnage emblématique de la période en matière de richesse, il s'appelle Kankou Moussa. Kankou Moussa, quand il va faire son pèlerinage à la Mecque en 1324, il a déversé tellement d'or sur son trajet que le cours du dirham au Caire a chuté pendant des mois. C'est les Européens, les Arabes eux-mêmes qui le rapportent. Et des chercheurs américains ont établi que c'est l'homme le plus riche que la Terre ait jamais porté. Donc, regardez l'histoire de Mansa Kankou Moussa. C'est quelqu'un qui a régné en Afrique, d'un pays qui faisait 3 millions de kilomètres carrés, et qu'on considère encore aujourd'hui comme l'être humain le plus riche que la Terre ait jamais porté. Et il a régné au XIVe siècle. Alors, son successeur, bon, je ne vais pas faire les détails pour ça. Allez, parce que sinon on va y passer. Non, mais parce que franchement, si vous prenez n'importe lequel de ces pays que je vais vous citer, que vous entreprenez de comprendre, connaître son histoire, vous en avez pour des années et des années. Son successeur, Bakary II, c'est lui, il était 150 ans environ avant catastrophe colombe, il était déjà sur les côtes ici. Les travaux d'Ivan Van Sertine établissent que le prédécesseur de Kankou Moussa a eu le trône comment? Le Mansa Moussa, il a eu le trône comment? Parce que son prédécesseur Bakary II est venu ici. Il est venu ici, il n'est pas retourné, et lui, il n'était que le régent de Bakary II. Donc quelqu'un qui se balade, qui fait une flotte de 2000 embarcations pour aller visiter le monde, sait que chez lui ça va. Bah oui, déjà il faut préparer les 2000 embarcations. C'est que chez lui ça va, il est tranquille. Et effectivement, il était tranquille. Bon. Si vous lisez les témoignages d'Ibn Battuta, qui a séjourné 8 mois dans l'Afrique de cette période, au Mandé de cette période, son témoignage, on va vous expliquer le faste des cours. Il ne faut pas croire. Les étoffes, etc. Le faste des cours. C'est pas les gouverneurs nègres que nous avons aujourd'hui là. Bref. Bon. Donc je vais poursuivre mon propos parce qu'il est assez schématique. Si je fais trop de digressions, vous pouvez ne pas le suivre. Je suis toujours en train de contester le premier point, à savoir l'existence de l'esclavage en Afrique avant l'arrivée des Blancs. Et l'auteur dont je vous parlais, c'est Bernadette Menu, qui est une égyptologue de renom, égyptologue française de renom, qui a passé une bonne partie de ses recherches, de sa vie de chercheur, à travailler dans les archives juridiques de l'Égypte ancienne. Avec pour objectif express de ses recherches de vérifier s'il existait ou pas l'esclavage en Égypte ancienne. Vous voyez les pyramides, on n'a jamais construit d'édifice aussi majestueux depuis. Et aujourd'hui, avec les techniques dont on dispose, on ne pourrait pas construire de tels édifices. Donc, l'histoire biblique, c'est que ces édifices ont été construits par 2-3 pèlerins qui étaient en esclavage. Ils sont arrivés comme ils étaient 40, c'est ça, ils sont repartis 400 000. Vous voyez des esclaves grossis comme ça. Ils ont été tellement maltraités que leur nombre a été multiplié par 100 quand ils ont quitté le pays. 200, par 1000. Bon, c'est faux. Et voici ce qu'elle dit, Bernadette Menu. Rien ne permet de déceler. Page 358 de cet ouvrage. Donc c'est pas moi qui l'invente, moi je donne mes sources. Parce que je sais que c'est une histoire à laquelle on n'est pas habitué. Donc si je parle comme ça, vous allez penser que, bon, j'ai l'imagination trop fertile. Voilà. Vous prenez l'ouvrage, vous allez à la page 358 et vous allez lire ça. Rien ne permet de déceler
l'esclavage en Égypte ancienne. Rien, c'est elle qui le dit. Et elle a étudié la question. Ce n'est pas Pétrole Grenouille qui n'en sait rien. Elle a étudié la question, elle a produit ce document. Donc, Bernadette Menu, je ne vais pas vous le lire parce que sinon on est là pour quelques heures. Hein. Et elle continue. Voilà. Et donc, elle signale les termes égyptiens qui se rapportent à la servitude humaine, Baquet, Emo, etc. Et elle montre la volatilité de ces termes. C'est-à-dire qu'on peut être Baquet une fois, et puis redevenir non Baquet, etc. Elle explique très bien. Lisez l'ouvrage. Lisez l'ouvrage, vous n'allez plus gober ces histoires d'esclavage a existé partout, de tout temps. Ça, c'est n'importe quoi. Dès que j'entends ceci a existé partout, de tout temps, je fais attention. On commence par des monographies en histoire avant de généraliser un propos. Hein? J'étudie tel endroit, ensuite tel autre endroit, ensuite tel autre endroit. Je dispose de suffisamment de documents qui couvrent l'espace-temps que je veux caractériser avant de pouvoir faire des généralités. Mais je ne peux pas, mais à partir d'un point de vue isolé, bien singulier, faire des généralités. C'est trop compliqué, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, elle dit Hémou et Bakou peuvent redevenir des Némou et vice-versa. Donc on peut être en servitude pendant une période et redevenir homme libre. C'est ça, Hémou et Bakou, c'est ça que ça veut dire. Ce sont des serviteurs. Même le Pharaon était un Hém, c'est un serviteur du roi. Deuxième axe argumentaire de la personne. Les anciens des captifs produits en Afrique le furent par des pouvoirs en place. On va aller chercher ces pouvoirs en place qui ont produit ces captifs. Parce que ça, c'est général. C'est où? Qui, où, quand? Quel document qu'on puisse consulter pour vérifier ce que vous dites? Eh bien non, croyez-moi sur parole, je suis chercheur CNRS. Eh bien moi, je suis allé dans une arche, c'est que les historiographes appellent une source primaire, une source de première main. Quelqu'un qui vivait à l'époque où ça s'est passé et qui a publié un ouvrage dont on dispose des exemplaires. Donc, il s'appelle Gomesh Eyanes de Zourara. C'était l'un des proches collaborateurs de celui que les Français appellent Henri le Navigateur. Donc Henrique étant le fils du roi du Portugal au XVe siècle qui a financé les premières expéditions transatlantiques. Donc c'est l'un de ses plus proches collaborateurs qui avait donc accès aux rapports écrits des capitaines de bateaux qu'affrétait son patron. Il avait donc des rapports écrits. Les gens disaient voilà, voici ce qu'on a fait là-bas, et il a écrit un bouquin pour raconter comment ça se passait. Donc, moi je ne vais pas me fatiguer à aller lire Pétrole Grenouille, j'achète ça, ça vaut 30 € comme le sien. Sauf que ça, c'est une source de première main. C'est quelqu'un qui était contemporain des faits et qui était même dans le milieu, dans le microcosme où ça se passait. Ça ne peut pas être plus sûr comme témoignage. Il dit quoi? Gomesh Eyanes de Zourara. Donc, le premier bateau, en fait, a rapporté des Africains parce que ces expéditions ont commencé en 1420. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. En fait, ils vont piller Ceuta en 1400, dans les guerres des croisés, etc., des croisés. Les Espagnols vont réussir des victoires déterminantes sur les musulmans, et notamment la prise de Ceuta. Ils vont prendre du butin, et c'est ce butin qui va leur permettre d'avoir suffisamment de ressources financières pour entreprendre les déportations sur l'Atlantique. Prise de Ceuta, je crois que c'est en 1414, et les déportations commencent en 1420. Pendant 20 ans, ils mettent de l'argent en pure perte, parce que d'abord, les navigateurs européens sont spécialistes de la mer du Nord ou bien de la Méditerranée. Mais l'autre, là, la mer Atlantique, ils ne connaissent pas. Et donc, ils hésitent beaucoup à prendre des contrats pour faire ces expéditions. Donc, c'est très difficile de trouver des marins chevronnés, expérimentés, qui acceptent de faire les expéditions sur l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des enfants de 14-16 ans qui n'ont rien à perdre et qui sont encore impétueux, etc. C'est eux qui vont financer, qui vont faire les premières expéditions, qui vont revenir bredouille, ça va durer 20 ans. Jusqu'à ce qu'en 1441, l'une de ces expéditions lui ramène des choses. Des choses mobilières sans fin. Donc il fit armer un navire de petit tonnage dont il remit le commandement à un certain, on a les noms, vous pouvez faire la généalogie des protagonistes, Antar Gonçalves.
son garde-robe, qui n'était encore qu'un tout jeune homme. Il donne à peu près son âge, je ne précise pas tout ça. Mais c'était un tout jeune homme, il le dit. Parce que les navigateurs chevronés ne pouvaient pas s'aventurer dans l'Atlantique. Il découvrit des traces d'hommes et de jeunes gens dont le nombre, à ce qu'il leur parut, pouvait s'élever à 40 ou 50. Et, revenant vers la mer, il ne cheminait pas longtemps sans avoir un homme nu qui suivait un chameau et tenait 2 zaguets. Zaguet, c'est saguet. On dit saguet aujourd'hui. À la main. Les nôtres se mirent à le poursuivre. Alfonso Guterres, on nous donne des noms, les protagonistes. Donc, c'est pas un roman. Alfonso Guterres le blessa d'un coup de lance. Et l'homme, effrayé par cette blessure, jeta ses armes comme pour s'avouer vaincu. Et les nôtres s'emparèrent de lui, non sans un très grand plaisir. Il est où le roi africain qui leur a vendu le premier captif africain? Donc, généalogiquement, c'est une histoire de violence, de rap, d'agression. L'appelé traite, déjà, c'est dévoyer ce qu'elle lève consubstantiellement. Déjà, même les mots nous couillonnent. Traite, là, ça ne veut rien dire, c'est pas une traite. C'est un rap, c'est une agression. Ils arrivent nuitamment, ils trouvent des traces de gens, plus ou moins endormis, qu'ils attaquent. Ceux qui arrivent à s'enfuir, tant mieux. Ceux qui arrivent ceux qui ne peuvent pas, on les embarque. Cette histoire commence par des rapts. Si on a des séminaires, c'est ça. Ils prennent ce bruit et ils font du best-seller. Il y a mieux, enfin il y a pire. Dans le même ouvrage, regardez, je vous donne que les titres des chapitres de l'ouvrage. Les titres de certains chapitres. Je crois qu'il y a une vingtaine de chapitres. Regardez les titres. Comment nous, notre train, s'enfuit à l'île d'Aguété, donc au large de la Mauritanie actuelle de Santine, et des morts qu'il acheta. Hein? Puisqu'on les vendait, captura. Il ne les a pas achetés, il les a capturés. Chapitre 18. Comment Lanzarote, donc c'est une autre personne, un autre protagoniste, une autre expédition, demanda à l'infante. L'infante, c'est le fils du roi. L'infante. C'est donc Dom Enrique. L'autorisation d'aller avec ses navires à la Guinée. La Guinée, c'est le nom générique de l'Afrique, de la façade atlantique de l'Afrique. Alors, géographiquement, la Guinée va évoluer au fur et à mesure qu'il découvre avec 300 000 guillemets les côtes. Donc, chaque fois qu'il découvre une partie de la côte, ça rentre dans la Guinée. Vous savez que les premières pièces d'or de Londres s'appelaient des pièces de Guinée. Les premières pièces d'or, des monnaies en or, tapées à Londres, s'appelaient des pièces de Guinée. Donc, leur dénomination indiquait la provenance de cet or. Bon. Donc, comment ils s'enfuirent à l'île de Tigère? C'est donc le Lanzarote, le bateau qu'on a affrété, et des morts qu'ils capturèrent. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un ouvrage qui date de 1455 et qui relève des faits qui datent de 441, de la décennie 40. Par quelqu'un qui est vraiment proche de l'entourage où ça se passe. Pourquoi vous voulez que je croie ce que racontait Pétrole de New York? Source de première main. Bien entendu, elle est totalement méconnue, y compris des historiens, des enseignants chevronnés en histoire. Parce que si on ne vous met pas à disposition ces sources, vous ne pouvez les rencontrer qu'au hasard. Vous êtes occupé à enseigner ce que vous devez enseigner, c'est difficile d'élargir le spectre. Sinon, ça ne va jamais se terminer. Mais moi, j'ai que ça à faire. Je ne lis rien d'autre. Ça fait combien d'années que je ne vais même pas en boîte, tout ça, rien du tout. Donc, j'ai un mouvement, je lis. Ou j'écris. J'écris le mot d'abord, mais je lis bien volontiers. Du discours que tint Gilles et Annès, et comment ils furent à Tidère et des morts qu'ils capturèrent. Donc, tous les premiers esclaves. Il faut savoir que le roi de ce royaume, au moment où j'y étais, donc au milieu du 15e siècle, s'appelait Zoukoling. Bon, ça n'existe pas ce nom-là en Wolof. Bon, c'est peut-être ce qu'il a compris, qu'il a mal traduit. Et que c'était un jeune homme âgé de 22 ans. Donc un roi âgé de 22 ans. Il faut savoir que ces rois n'ont rien à voir avec nos rois chrétiens.
Cela règne sur des gens fort pauvres, ne possédant ni ville, ni place forte, mais des villages et des paillotes. Donc, nous sommes au milieu du 15e siècle. Le pèlerinage de Mansa Moussa a eu lieu il y a 100 ans, 120 ans, puisque nous avons dit que c'était en 1324 ce pèlerinage, et là nous sommes en 1457. Donc Mansa Moussa, l'homme le plus riche, là, ici, cette région fait partie de son royaume, de son territoire. Ça fait partie du Mandé. Au moment où lui là, il arrive, ce pays qu'on appelle Sénégal fait partie du Mandé, de l'Empire du Mali, si vous voulez. Donc quelles sont les personnes qui rencontrent? Est-ce le roi du Mandé, le souverain, le Mansa Moussa? Ou bien des personnes dans l'arrière-pays du pays, enfin dans l'arrière-pays qui nomment des rois et qui règnent sur quoi, lui-même le dit, sur des huttes et des paillotes. À cette même époque, allez voir la description du palais du Mansa, le véritable souverain de cette région. Ça n'a rien à voir avec des paillotes et des palais et des machins. Il n'y en a même pas d'équivalent en Europe de l'époque. Donc ceux qui rencontrent, ce sont des populations côtières, peut-être des pêcheurs, je ne sais pas quoi, mais certainement pas des autorités. Celles qui répondent des populations africaines, la responsabilité, respondere. Celles qui répondent des populations africaines sont à Niamey. C'est la capitale du Mandé. Donc il n'est pas allé à Niamey, il est sur les côtes. Il est dans l'arrière-pays. Donc il ne peut pas avoir rencontré un souverain africain. D'ailleurs, la description qu'il en donne montre bien qu'il ne s'agit pas d'un souverain. Je ne sais pas qui c'est, il règne sur des périodes, peut-être des pêcheurs avec leur hutte de pêche. Certainement pas des rois africains de l'époque, puisqu'on les connaît. Ceux qui connaissent l'histoire les connaissent. Donc voici les interlocuteurs de ces gens. D'un côté, nous avons le fils du roi du Portugal, Dom Henrique. De l'autre côté, on a un certain Zucchini qui règne sur les huttes et les paillotes. À une époque où on a des souverains africains dont le territoire fait toute l'Europe. C'est quoi le Portugal par rapport à l'Europe géographiquement? Donc, les véritables interlocuteurs qui auraient répondu de ces actes sont les souverains africains qui n'ont jamais rencontré, puisqu'ils racontent, c'est eux qui racontent l'histoire. Il cite une autre personne. Le roi n'a pas de revenus réguliers si ce n'est un tribut que les seigneurs lui versent chaque année. Ces tribus consistent en différents présents, des chevaux très prisés pour être rares, des arrachements du bétail. Il vient également des pillages et pour cette quantité d'esclaves noirs. Bon, ça c'est pas le souverain du Mansa. C'est pas le Mansa malien. Parce qu'à cette même époque, et même quasiment dans cette région, se trouve le trésor du Mandé. Le Bambouk, c'est là où se trouve l'or. Les régions aurifères, les plus aurifères du Mandé, là où l'or qui faisait la fortune du Mansa Mali était recueilli, c'est à côté, pas loin du Sénégal, dans le Sénégambie. Donc, eux, ce n'est pas des souverains, chevaux, ils vivent de ripates, de quoi de rap, ça, c'est pas, non, c'est un malfrat peut-être. Certainement pas un souverain. Donc, voici une histoire qui n'attire pas l'attention des personnes qui lisent cet ouvrage. Donc, Kada Mosto voyage en Afrique. Kada Mosto, C-A, espace D-A, espace M-O-S-T-O. Voyage en Afrique. Je dépassais ce fleuve du Sénégal et avec ma caravelle et parvint au pays de Boudomel. Voici notre souverain qu'il a rencontré, notre protagoniste. Il m'invita chez lui dans l'intérieur des terres à environ 25 000 de la côte. Il m'avait en effet promis 100 esclaves pour mes chevaux et mes marchandises. Même le roi de ce pays, comme je l'ai suggéré plus haut, ne règne que sur les villages et les paillotes. Or, ce Boudomel est le seigneur d'une petite partie de ce. Vous voyez, Zucchini règne sur les paillotes, d'un pays fort pauvre. Et Boudomel n'est qu'un suzerain n'est qu'un vassal, pardon. Il est encore plus négligeable comme autorité. C'est un malfrat, c'est pas un souverain. Les souverains africains ont des noms qui possèdent tous de l'essentiel. On dit Mwene Congo. C'est le nom que portait, c'est la titulature que portait Nahmer, le premier roi connu dans l'histoire. C'était un Mwene. Mani, on dit Ménès. Les Grecs disent Ménès, Mani, Mwene, c'est ça.
Ça, c'est un nom de souverain, c'est une titulature. Quand on dit Mansa, hier, ceux qui étaient à la conférence de Dubombari voient que Mansaré, c'est le nom d'un souverain depuis l'Égypte ancienne. Où sont les Mansa, où sont les Pharaons? Pharaon, c'est le nom, c'est ce qui est devenu Pharaon. Ça, les souverains, les titulatures africaines de l'époque, c'est Pharaon, Mansa, Mouéné. Où ils sont? Dans ce que les gens racontent. Donc, ce n'est pas des souverains, c'est qui Zoukeli? Qui connaît celui-là? C'est un illustre. Vous dites, lui, il réussit les paillotes en plus. À une époque où des souverains africains réussissent des pays qui font des millions de kilomètres carrés mondiaux. Ça n'a rien à voir. Donc voici les distorsions de l'histoire. Évidemment, si j'ai envie de raconter la version d'Olivier Pétégolino, je prends ceci à la lettre. Je peux même le faire de bonne foi. Il a dit que c'est un roi. J'ai dit qu'il y avait des rois africains qui demandaient des lettres. Mais quand on étudie sérieusement, on voit que lui, là, il ne peut pas se dire roi. Ce n'est pas un roi. Et Al Capone, c'était un roi de la drogue aussi ou pas? Donc voici les deux ouvrages dont je vous parlais pour soutenir mon propos qui vient de précéder, qui précède. Donc ici, c'est l'ouvrage de Djibril Tansi Niang. C'est l'un des historiographes africains les plus talentueux de sa génération. Et cet ouvrage porte sur la période qui précède immédiatement l'arrivée des Blancs. Donc ça là, c'est un condensé de l'Afrique telle qu'elle est, du point de vue d'un historien africain, universitaire, diplômé, tous les diplômes que vous souhaitez. L'Afrique telle qu'elle est avant l'arrivée des Blancs, juste avant. Et vous voyez ce qui illustre l'ouvrage, c'est le fameux Mansa Mali. Le Mansa Kankoumoussa que dépeint un peintre italien de l'époque avec une boule d'or dans la main. Il est reconnu par les Blancs eux-mêmes comme étant l'homme le plus riche du monde. C'est ça que cette carte signifie. Rex Meli. C'est marqué dessus Rex Meli. C'est en italien. Le Rex Meli, voilà. Celui-là, tu vas lui acheter des esclaves avec quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as en échange? Qu'est-ce que tu peux lui donner de plus que l'or qu'il a? Voici l'homme le plus riche du monde dépeint par les Italiens à l'époque. Et c'est celui-là qui règne sur l'Afrique occidentale. Vous prenez la carte de l'ancien Mali, vous allez voir, c'est quasiment tout l'est de l'Afrique. Ce pays couvrait quasiment tout l'est de l'Afrique. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, bon, le Mali c'est les puissances, mais la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, une partie même de l'Algérie faisait partie du Mali, puisque les mines de sel, parce qu'il y avait deux ressources stratégiques de l'époque, l'or et le sel. Le sel c'était à Tegaza. Tegaza c'est le sud de l'Algérie actuelle. C'est le reste Mali qui régnait sur ce territoire. Tu ne peux rien acheter avec lui. En tant qu'Européen, tu n'as rien du tout. À l'époque. J'exagère, mais c'est pour vous montrer que les Africains ne peuvent pas avoir vendu quelqu'un. C'est souverain dont je vous parle. Parce que je ne vais pas vous dire que pris un chaque Africain un milliardaire. Je n'ai jamais dit ça. On a dit que les responsables, ceux qui répondent de l'Afrique de l'époque, ce sont les souverains des États africains. Et je dis que ceux-là n'ont rien vendu à personne. Je le maintiens. Donc voici mes deux sources. Ici, c'est l'histoire générale de l'Afrique. Un jour, sur une photo, j'ai vu que le doyen Aimé Césaire avait tous les tomes. Ça, c'est le format luxe. Tous les tomes dans son bureau. Donc, Aimé Césaire, on ne peut pas lui raconter cette histoire. L'histoire que Nègre, c'est pas possible. Parce que lui, il avait lu ça. Il avait lu tous les 8 tomes. Et ça, je vous présente le tome qui concerne la période en revue. C'est pas moi qui ai écrit. C'est, je crois, 32 spécialistes mondiaux qui se sont rassemblés, qui ont fait un colloque international, qui ont fait des travaux. Ce sont les actes de ces colloques qui sont les différents tomes. Parmi eux, il y avait, je crois, 2 ou 3 Africains, 4. Chez Akadok, Théophile Benga et peut-être Joseph Kizero. Et puis quelques Est-Africains aussi. Bon, bref. Voilà, 32 spécialistes reconnus par l'UNESCO comme étant les meilleurs spécialistes du sujet qu'on a rassemblés qui ont écrit l'histoire de l'Afrique. Vous n'allez pas trouver les raconteurs des gens, mais en revanche, vous allez trouver les sources de ce que je dis. Maintenant, oui,
dominent la vie politique en Afrique. Ça, c'est Djibril Tomsignan, hein, c'est l'auteur, c'est dans ce livre que je cite. Donc, voilà ce qu'il dit. Au XVe siècle, 2 États dominent la vie politique. Le Mali en pleine décadence. Le Mali entame sa décadence au moment où les Européens vont arriver. Mais qui se maintient sur le haut du fleuve. Le haut du fleuve, c'est où? Le haut du fleuve, c'est à l'intérieur des terres, évidemment. Un fleuve, du coup, il descend vers la mer. Donc, le haut, c'est la partie nord du Mali. Donc, le sud est plus ou moins s'autonomise progressivement. Et c'est avec ces séditieux, ces sécessionnistes du sud que les gens vont dîner. Et certainement pas avec un souverain fédéral. Donc, si on n'a pas à l'esprit cette compréhension géopolitique de l'Afrique de l'époque, on peut se faire raconter n'importe quoi. L'empire de Gao, constitué des provinces enlevées au Mali, regroupe le Songhai, proprement dit, une partie des pays Aoussa, Tekou, Diarra, etc. À l'intérieur de la boucle, les royaumes aussi farouchement conservateurs restent hostiles à l'islam. Est-ce que vous connaissez le personnage central de la guerre contre l'islam, en fait, du combat contre l'islam au royaume aussi? C'est une femme, Yenega, une cavalière femme. C'est elle qui va mener la résistance. À l'ouest, sur la côte atlantique, depuis le Djolof jusqu'au Téniné, se succèdent plusieurs petits royaumes quand ce ne sont pas des tribus indépendantes. Voilà. Donc, il y a une confédération qui, à son apogée, est très prospère, etc. Et qui, au moment où elle décline, s'effeuille. Certaines provinces, même des... C'est ça. Donc, mouvement concentrique, fédératif et mouvement de désagrégation pendant la période de déchéance. L'arrivée des Portugais accélère le processus de désintégration en favorisant la consolidation des royaumes côtiers bientôt pourvus d'armes à feu. C'est parce qu'on va donner des armes à feu aux Boutolines, aux Oukrolines, les choses comme ça, qui vont commencer à contester la souveraineté du Mansa. Évidemment, les guerres qui vont s'en suivre vont produire des captifs. Ces captifs peuvent remplir des bateaux. Mais il n'y a pas quelqu'un qui produit du bois de benne avec des plantations de bois de benne en vue de les vendre au blanc. Le troisième élément d'argumentation, c'est globalement ceux-ci sont restés les maîtres des jeux de l'échange. Vous voyez que cet argument tombe tout de suite, hein, puisque je vous ai montré que dès le début, c'était eux-mêmes qui capturaient. Donc, on ne peut pas dire que les Africains sont restés les maîtres des jeux de l'échange tout le temps que ça durait, puisque je vous ai montré par le document initial qu'au début ils capturaient, et c'est eux-mêmes qui le disent. Donc, on n'est pas resté tout le temps que durant. Peut-être qu'on a été à un certain moment, il faut qu'on le voit. Mais là, c'est un mensonge de dire que tout le temps que ça dura, ce sont les Africains qui maîtrisaient les mécanismes. C'est simple. J'espère qu'on se comprend là, dans ce que je dis. On a dit tout le temps, ce sont les Africains qui fournissaient des captifs. Or, je vous montre un ouvrage de première main, de sources primaires, où les premiers captifs, d'ailleurs, il y a une scène. Si vous lisez cet ouvrage, vous allez avoir très mal au cœur. Il y a une scène. La première fois qu'une cargaison de 255 Africains atterrit au Portugal dans une ville qui s'appelait Lagos. Et l'infant Henri le dit, c'était que lui, il avait 20% de tout ce que les gens trouvaient. Il finançait l'expédition. Quand les gens arrivaient, il avait 20% de ce qu'ils trouvaient. Et donc, ils ont rassemblé les 200 et quelques Africains sur une place publique et ils ont commencé à faire des lots. On prend des enfants, on les met là, on prend la maman, on met là, et il y a des pleurs. Et Zoura décrit cette scène. Et lui-même, il dit vraiment, ça fait mal au cœur de voir qu'on se sépare des parents, etc., pour pouvoir organiser les lots de captifs en fonction des actionnaires de l'expédition. C'est une scène poignante qui est dans son ouvrage. Ils sont où? Les maîtres du jeu chantent tout le temps que ça durera. Ils sont où? Comment quelqu'un peut avoir des titres ronflants universitaires et raconter de telles bêtises? Moi, j'aurais eu honte et j'aurais retiré cet ouvrage, franchement. Hein. Surtout que c'est un Nantais en plus. C'est peut-être... c'est peut-être pas anodin. Bref, je ris, mais bon, c'est chaud. Bon, voici une carte, vite fait.
Ce que Katamosto décrit, le business négrier, au moment où lui il rentre dedans, voici la configuration. L'Afrique est là. Ça m'empêche, je ne peux pas. L'Afrique est là, le continent est là. Ici se trouve Ouadane, qui est une île. Arrivent des choses du continent à Ouadane. On ne sait pas quels sont les mécanismes par lesquels ces choses arrivent. J'emploie à dessin choses. Ces choses arrivent à Ouadane. Mais à partir de Ouadane, on sait très bien qu'est-ce qui se passe, quels sont les protagonistes. Donc, le rôle de l'Afrique n'est pas visible dans la documentation telle qu'elle est produite. Ou alors, lorsqu'il est visible, il met en scène des protagonistes dérisoires par rapport à la situation. On ne peut pas surestimer leur contribution à cette situation. Elle ne peut pas être plus importante que le déséquilibre militaire entre les forces en présence. Ce n'est pas possible. Donc, Ouadane, c'est une ville arabe, ou berbère, si vous préférez. Et à partir de Ouadane, ça va. Les marchandises qui sortent du continent vont en Libye. La Cyrénaïque, c'est le nom ancien de la Libye, sous contrôle romain. La Sicile, donc en Europe. Et à Tunis. Donc vous avez vu là, les populations africaines, les Nyawa qu'on montrait au Maroc, en Tunisie, dans le film. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc ce sont ces courants de déportation qui vont amener certaines de ces populations. Et puis il y a une île particulièrement stratégique au tout début, au XVe siècle. C'est l'île d'Agen. Elle se trouve au large de l'actuelle Mauritanie. Avec les patrons de cette île qui sont arabes, arabo-musulmans, le Portugal va passer un deal. Katamosto le raconte. Je crois que je l'ai là, le slide où il le raconte. Voilà. Cette ville d'Agen fournit chaque année au Portugal, non, je lis tout. Le prince Dom Henrique, infant du Portugal, a conclu avec cette ville d'Agen, il a conclu avec cette ville d'Agen un accord pour 10 années. Donc il y a un contrat de déportation de captifs africains entre le Portugal, en la personne de l'infant, du fils du roi régnant, et une ville d'Agen qui est sur une île contrôlée par des Arabes. Où sont les Africains maîtres du jeu de l'échange? En vertu duquel, donc l'exclusivité, vous connaissez ici, nous connaissons tous l'exclusivité. Ça date. En vertu duquel personne ne pourra entrer dans le Golfe pour commercer avec les Arabes, à l'exception des Portugais, lesquels ont fait partie des maisons sur la dite île où sont installés leurs facteurs. C'est quoi un facteur? C'est le représentant commercial d'une firme. Aujourd'hui, on dirait une filiale. Un facteur, c'est l'ancêtre de la filialisation. Donc, dans une chaîne de valorisation, il y a des différents acteurs qui sont ensemble et chacun des acteurs qui est promis par le propriétaire de la chaîne s'appelle facteur. Ainsi, ce seigneur, Dom Henrique, fait-il présentement construire un château sur cette île de manière à assurer et établir à perpétuité ce trafic. C'est la raison pour laquelle vont et viennent des caravelles du Portugal à cette île d'Agen toute l'année. Cette ville d'Agen fournit chaque année au Portugal 800 à 1000 esclaves. Donc, le premier entrepôt de captifs africains qui approvisionnait le Portugal est décrit par Katamosto qui a fait des expéditions. Donc, il sait un peu de quoi il parle. Il ne parle pas des souverains africains, des Mansa, des Fari, des Mouéné. Il dit c'est une île contrôlée par les Arabes. On passe un contrat de 10 ans d'exclusivité et vous nous fournissez 800 à 1000 esclaves par an, 1000 captifs africains. Il est où le souverain africain qui est venu supplier les bateaux négriers? J'ai trop de marchandises humaines qui... Je vais terminer, on peut apprendre. Voilà. Donc ça, ce sont les sources primaires que vous trouverez trop rarement dans les documents qui parlent de ça, de cette période. Et donc c'est ce que je vous disais, on a le continent là-bas, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais il sort des choses qui sont contrôlées. Donc
l'exportation hors du continent est contrôlée par des protagonistes qui, eux, ne sont pas africains. C'est expressément indiqué par ceux qui dealent avec ces personnes. C'est clair et net. Donc, en Afrique de l'époque, on a les Mansa Mandé, on a Soni Alibert. Vous savez ce que ça veut dire Soni Alibert? Soni Ali le Grand. Imaginez Jean-Jacques Dessalines en puissance 10. C'est le chef militaire le plus puissant de l'Afrique de la période. Donc lui répond des Africains. Il a dîné contre les captifs avec qui? Il a signé un contrat de déportation avec qui? Soni Alibert. Eux, c'est eux qui gouvernaient l'Afrique de l'époque. Voilà, il a régné de 1464 à 1492. Allez lire son histoire, c'est un intrépide, c'est un fou furieux. Tu ne peux pas aller dans son territoire pour faire du cinéma. Ça va mal se passer. Couper tête, bouler calme. Donc, je n'ai pas évoqué Jean-Jacques Dessalines pour rien, c'est plutôt de la même trempe. Ça rigole pas. Voilà. Et le Moro Naba. Le Moro Naba. Ce sont donc les souverains du Burkina, de l'ancien Burkina, du Mossi. Mais maintenant, Dom Enrique, arrêtons-nous un peu sur ce personnage. C'est qui Dom Enrique? C'est le fils. On a dit que c'est le fils d'un monsieur qui est roi. Mais sa mère, c'est une Anglaise, Philippa de Lancaster. Donc ça fait 2 royaumes impliqués là. Hein? C'est le fils d'un Portugais, mais c'est le fils d'une Anglaise, Philippa de Lancaster. Son épouse Isabelle, non, sa sœur Isabelle, c'est Isabelle la catholique là, hein, celle qui va. Hein? Isabelle épousa le duc Philippe II de Bourgogne. Ça fait combien de souverainetés européennes qui sont impliquées dans le business? L'infant Henrique finança des expéditions sur les côtes africaines de 1420 jusqu'en 1460. Il est décédé en 1460, l'année où il fait construire le premier fort, c'était à Hague, dans l'île d'Hague. En 1442, il obtient du pape Eugène IV. Quelqu'un parlait de la contribution de l'église de. Eh bien, la puissance organisatrice au point de vue juridique, la première puissance organisatrice au point de vue juridique de cette situation, c'est l'Église. C'est clair et net, il n'y a pas de. Moi, je ne dis pas ça pour élever quelqu'un. Je sais qu'on a un pays à 95% chrétien, mais moi, je ne vais pas aller à l'Église parce que je connais mon histoire. Je ne vais pas aller à l'Église. Bon, il obtient du pape Eugène IV une bulle. C'est quoi une bulle papale? C'est le texte juridique de l'Europe de l'époque, le texte juridique de la plus haute autorité. Parce que la bulle papale, en fait, c'est Dieu qui a inspiré le pape et puis il a écrit. Dieu a tenu la main du pape pour écrire. Donc, c'est la parole de Dieu écrite par le pape. C'est ça une bulle papale. Tu ne peux pas trouver de texte d'une autorité supérieure à la bulle papale. Vous savez que tous les rois de l'Europe de l'époque, ils venaient prendre l'onction du pape. Sinon, leur souveraineté était contestée. Vous savez ça, que c'est le pape qui, en fait, nommait les rois, on va dire. C'est lui qui validait la légitimité du pouvoir de chaque roi. C'est clair. Donc, lui, il a pris une bulle papale. Donc, maintenant, il y a des gens qui connaissent de plus en plus la bulle de 1454. C'est celle que vous avez évoquée, hein, de Tommaso di Parontuccelli, dont le nom de règne, c'est Nicolas V. Mais avant, il y a Eugène IV. Il y a Eugène IV en 1442 qui prend une bulle papale qui confère le monopole des expéditions transatlantiques à Dom Enrique. Donc, c'est le droit divin que Dom Enrique devient le propriétaire de toutes les régions d'Afrique qu'il va faire découvrir par ses expéditions. Donc, le véritable souverain, du point de vue des Européens, le véritable souverain de l'Afrique de l'époque s'appelle, il a reçu le droit divin, cette souveraineté. Donc quand on dit les rois africains étaient les maîtres de jeu de l'échange, ça fait pitié. Lui c'est Dieu carrément qui lui a donné le droit
de faire ce qu'il fait, par une bulle papale qui est tout à fait documentée. Donc, le véritable, et son titre, dans la titulature, dans l'administration, on va dire, de son royaume, c'est gouverneur de Guinée. C'est lui le gouverneur de Guinée. C'est-à-dire le patron de toute l'Afrique qu'il va découvrir. Donc quand on parle de mettre du jeu des choses, comment on fait pour ignorer le principal? Bon, il faut être attentif. Sinon, c'est pas possible, ça passe pas, ça ne peut pas passer. Même un enfant sur le raconte, bon, voici le Dom Enrique là. Ça se voit que bon, il doit être bien torturé lui aussi. Ouais. Donc c'est le fils d'une aristocrate anglaise, bon je viens de vous raconter cette histoire, vous pouvez aller vous renseigner, voilà. Donc ce que je disais c'est que dès les toutes premières expéditions, il y a une coalition d'intérêts monarchiques européens qui fomentent ce business avec l'onction de Dieu à travers la bulle du pape. C'est un truc qu'ils organisaient un truc, ils sont où les Africains qui étaient avec le pape pour signer les bulles là? Ils sont où? Bon, je ne sais pas comment les gens font pour raconter l'histoire à l'école, mais ça fait pitié. Donc, l'Afrique noire est concrètement et volontairement entrée dans l'engrenage régulier, ça c'est bon. C'est quand on ne sait pas qu'on peut accepter ça. Bon, maintenant je vais faire de l'auto-promo. Hein. Donc, voici le premier livre que j'ai écrit dont je vous parlais, pour critiquer celui de Olivier Picot-Gobio, il est daté de 2010. Et puis le second que j'ai écrit, qui à ma connaissance est le premier ouvrage dont le titre mobilise le concept de Yogoda, en lieu et place de traite négrière. Ben, moi, non, ça c'est une couillonnade. Dès que j'ai compris c'est une couillonnade, j'ai abandonné. Et je vous dis, Yogoda, c'est 1, le crime de l'homme blanc, 2, c'est la conjoncture historique qui découle de ce crime. Et cette conjoncture historique, c'est celle dans laquelle nous sommes toujours. C'est ça, c'est pas indépendance ici, colonisation là, non. Tout ça fait partie d'une même longue histoire. Et on est toujours dans cette histoire, elle n'a pas perdu de ses caractéristiques fondamentales. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes courageux, essayez de trouver ces ouvrages. Mais j'espère en trouver quelques exemplaires bientôt, hein, parce qu'en Martinique, évidemment, c'est pas très disponible. Alors, dans ce premier ouvrage, je rends hommage à l'une des personnes qui m'a inspiré ce travail, c'est le doyen Bouin-Babon. Bouin-Babon, il doit être octogénaire aujourd'hui. C'est l'un des premiers à avoir écrit dans la veine que j'ai explorée. Il a écrit un ouvrage touffu, très documenté, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Il a écrit, je pense, une petite dizaine d'années avant que je n'écrive le mien. Donc, il n'y a pas de discussion, c'est Bouin-Babon qui est le pilier de cette façon de prendre, de cette historiographie afrocentrée, de cette façon de comprendre notre histoire de notre propre point de vue et de le défendre sans complexe. Évidemment, Nusiré Kalala fait partie, puisque les premiers documents sur la discussion sur qu'est-ce qu'un esclave, c'est un de ses ouvrages. Nusiré Kalala. Oui, mais rappelle le titre. Oui, mais rappelle le titre de l'ouvrage sur l'esclavage que tu as écrit, où tu fais la lumière sur les thèmes Helmut, Bakou et tout. Oui, tout à fait. Oui. Sur les articles sont toujours la facile, les anciens articles d'Africa Mag, parce que quand on a commencé, d'ailleurs, le doyen nous a rejoint à l'Institut, et c'est là où d'ailleurs tes ouvrages, on les a tous. C'est peut-être à cause de nous qu'on les trouve plus, parce que on a fait la promo, mais c'est vrai que moi je voulais juste te dire une chose, j'ai eu l'occasion d'assister à un débat entre historiens français, historiens portugais. Et les historiens portugais ont dit aux historiens français, vous racontez cette histoire-là comme si c'était arrivé avant nous. Alors que nous, on sait très bien qu'on a ni acheté ni vendu, on a attaqué les Africains. Donc comment ça? Et puis vous parlez de traite, à quel moment il y avait la traite? Ça partait dans tous les sens. Mais lisez les annales des Portugais, vous verrez que les bateaux partaient dans tous les sens. Donc arrêtez de raconter des bêtises. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, vraiment les historiens français, quand ils sont confrontés à des historiens européens qui ne vont pas dans leur sens, ils n'ont pas d'argument. C'est-à-dire que c'est l'anesthésie totale, et voilà. Alors ils ont interdit même aux gens de poser des questions, enfin c'était quelque chose de... Alors tout à l'heure,
si j'ai le temps, parce que je risque d'être trop long. Vous nous dites si c'est trop long. Le biais épistémique dans l'historiographie française, c'est que la France arrive au XVIIIe siècle. Il s'est passé le 15e, le 16e, le 17e qui ont configuré cette histoire. Donc quand ils arrivent, quand la France arrive vraiment, elle ne peut voir que de son point de vue, mais il est trop jeune déjà. Parce qu'il y a eu 3 siècles et les archives précédant l'arrivée de la France sur l'époque africaine sont sans aucune hésitation. Ce sont des archives portugaises et Congo. Parce que figurez-vous, les échanges épistolaires entre le Moyen Congo et son homologue portugais ont été conservés. Des dizaines de lettres qui se sont échangées. Je vous en présenterai une tout de suite. Je continue. Donc ici, dans une lettre, ah ben voilà la lettre. Dans une lettre adressée au roi Manuel du Portugal le 19 août 1513. Le capitaine, ah non, c'est pas celle du Congo, mais ça c'est une autre lettre adressée par un capitaine de bateau négrier. Le capitaine Francisco de Goyes Marchand de Mina exprima à son monarque son inquiétude sur la rétention depuis 5 mois au Bénin de son caravelo chargé de la liaison commerciale avec la forteresse de ce royaume. Donc, lui, il fait un rapport au roi du Portugal pour lui dire, ah, on dirait que le souverain du Bénin n'est pas d'accord avec notre trafic là. D'autant que, soulignait-il, il avait reçu à ce sujet des nouvelles alarmantes, probablement par l'île de Saint-Thomé. Car, non seulement, alors, l'Oba, c'est une titillature africaine, vous pouvez le retrouver, l'identifier dans les langues africaines. Quand on dit Oba, les populations concernées savent que ça c'est une titulature, c'est le titre d'un souverain. Ce n'est pas Zoukéline, nous ne parlons pas de Zoukéline. Boudou, ça ce n'est pas des noms africains. Donc, Oba du Bénin, ce n'est pas le nom de la personne, c'est son titre. C'est comme si tu dis le roi de France, Oba du Bénin. Mais quand je dis roi, les Français savent de quoi je parle. Si je dis Mouéné, il y avait un Mouéné qui a régné en France. Il sort d'où? Donc il dit, car non seulement le bas du Bénin refusait de vendre des esclaves, c'est écrit par un Portugais lui-même. Qu'est-ce qu'on veut que je vous dise? Le bas du Bénin, il reprend des Bénins. C'est un souverain. C'est eux qui l'ont désigné comme tel. Et son nom même, son titre, sa fonction est tout à fait dans leur langue. Au bas du Bénin. Lui, il refusait. Il gardait en otage un caravelle. C'est un bateau portugais qui voulait transgresser son refus. Il a gardé en otage. Parce que son pays était suffisamment puissant pour se le permettre. Mais ils finiront par l'avoir, hein, ne vous inquiétez pas, le Bénin. Vous savez que nous sommes très nombreux en Martinique, originaires du Bénin. Donc, la force des armes va finir par. Béanzin, c'est tout court. Le bas du Bénin, c'est quoi? Béanzin, c'est le descendant de le bas du Bénin. Vous êtes d'accord avec moi? Les Dahomey, ils viennent le pays avant le Dahomey, c'est le bas du Bénin. Voici une lettre du Moyen Congo au roi du Portugal. C'est une lettre du 6 juillet 1526. Vous trouverez les références de ces documents dans les ouvrages que je cite. Ici, je n'ai pas cité d'ouvrage, mais je connais le nom de l'auteur. Il s'appelle Joseph Balog Wemmevuda. Il a écrit un ouvrage collectif, je crois que c'est la chaîne. C'est un ouvrage de l'UNESCO, je peux vous le retrouver. C'est aussi des actes d'un colloque de l'UNESCO. Il dit quoi? Chaque jour, les marchands. Ça, c'est le Moyen Congo, le souverain du Congo qui parle à son homologue souverain du Portugal. En juillet 1526. Qu'est-ce qu'il dit? Chaque jour, les marchands enlèvent nos sujets, enfants de ce pays, fils de nobles et de vassaux. Voici des responsables dont on enlève les fils, y compris les fils de nobles et les vassaux. Même des gens de notre parenté, même le Moyen Congo, ses propres parents sont enlevés par les Portugais. À quel moment lui devient maître du jeu de l'échange? Je vous parle là d'un pays l'un des plus puissants de l'époque. S'il peut subir ça, les Zoukélites, de toute façon, ils n'ont aucune chance. C'est l'un des pays les plus puissants d'Afrique.
au XVe siècle, au XVIe siècle. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est dépeuplée. On dira après que, statistiquement, environ 40% des Africains déportés l'ont été du bassin du fleuve Congo, c'est-à-dire du pays de ce souverain. Donc 10 millions directement au Brésil, puisque le bassin du fleuve Congo, si vous prenez géographiquement l'Afrique, il est en face du littoral du Brésil. Pour éviter cet abus, nous n'avons besoin en ce royaume que de prêtres et de quelques personnes pour enseigner dans les écoles et non de marchandises, si ce n'est du vin et de la farine pour le saint sacrifice. C'est son frère en Christ. Oui, c'est son frère en Christ. Lui là, Mwenezika, c'est le premier Africain à avoir construit des églises sur les côtes atlantiques. Puisque à l'est, là-bas, Éthiopie, il y a longtemps, ils sont chrétiens avant les Blancs. Mais lui, c'est le premier, il a construit, il a envoyé des élèves à l'école au Vatican. Lui là. Donc plus chrétien que lui, il n'y a pas. Et bien voilà le sort qui lui est réservé par son propre frère en Christ, le roi du Portugal. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est notre volonté que ce royaume ne soit ni un lieu de traite, ni de transit d'esclaves. En aucune manière, il ne veut avoir affaire avec cette histoire. C'est l'un des pays les plus puissants d'Afrique de l'époque. Comment on fait pour disposer de telles sources documentaires et raconter une histoire qui elle, n'est pas documentée? Ben, il faut que nous nous saisissions nous-mêmes de notre propre histoire. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela qu'on a dit, des journées de l'afro-descendance, connaissance et estime de soi. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne te connais pas toi-même, tu peux difficilement avoir d'estime pour toi. Si on t'a inculqué que c'est nec qui va naître, chaque fois que tu vois un nec, tu t'éveilles le corps. Il est capable de t'enlever le démon. Bon. Ctésiphon, roi d'Alada aux Français en 1670. Donc, je donne des citations de siècle en siècle pour vous montrer que toute la période que dura, au contraire, nous avons des protestations documentées des souverains africains identifiés. Vous allez construire une maison dans laquelle vous mettrez d'abord 2 petites pièces de canon. L'année suivante, vous en mettrez 4. Et en peu de temps, votre factory, votre filiale, va se métamorphoser en un fort qui va faire de vous le maître de mes États et vous rendre capable de m'imposer des lois. Ctésiphon avait tout compris stratégiquement. Je ne veux pas de vous dans mon territoire parce que vous allez grappiller et ensuite vous allez devenir les maîtres, les véritables maîtres du jeu de l'échange. Et m'imposez vos lois. La capacité d'imposer vos lois, elle possède de quoi? Des canaux, etc. que vous allez installer de votre capacité militaire. Voici pourquoi la défaite est d'abord militaire et le reste, ce sont les conséquences de cette défaite militaire. On vous impose tout, pas seulement des lois. Un système éducatif, etc. Tout ce que vous voulez. Alors voici une compagnie dont on ne parle pas. C'est la première multinationale de l'histoire du capitalisme. Elle s'appelle la Veronique Indische Company. En français, la Compagnie des Indes occidentales. La VOC. C'est la première compagnie qui a été créée par des actions. C'est la première société anonyme, pour ceux qui connaissent les formes juridiques. C'est la première société anonyme qui a été créée grâce à une levée de capitaux en bourse pour la première fois, et c'était évidemment à la bourse d'Amsterdam, puisque la première capitalisation boursière, c'est la VOC. Donc, le plus gros armateur négrier de toute l'histoire des déportations, c'est une compagnie capitaliste, dont les principaux actionnaires étaient les souverains d'Europe. Puisque vous
savez qu'il y a des relations matrimoniales entre toutes les couronnes européennes. C'est les mêmes familles. Hein. C'est les mêmes familles. C'est des ramifications des mêmes familles. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se marier entre eux pour conserver les titres entre eux. Ce sont eux qui ont inventé le procédé de la société anonyme précisément pour ne pas apparaître dans ce trafic négrier. Vous savez, enfin vous devriez le savoir si vous avez lu Eric Williams. Eric Williams a écrit Capitalism and Slavery. C'est un ouvrage plutôt connu. Mais il a surtout écrit l'histoire de la Caraïbe, de Christophe Colomb à Fidel Castro. C'est cet ouvrage qu'il faut lire. Tous les détails pour ce qui concerne le lac entier sont dedans. Qu'est-ce qu'il dit, Eric Williams, le docteur Eric Williams? Il dit que la première expédition négrière affrétée par les Anglais, les Britanniques, dans cette première expédition négrière, la reine a mis des billes. C'est clair et net. C'est sa thèse qu'il a passée à Londres, qu'il a soutenue à Londres. Donc oui, les souverains occidentaux européens, oui, ils sont identifiés ou bien ils ont fait des stratégies pour ne pas être identifiés. Mais leur participation ne fait donc d'aucun doute. À commencer par l'arbre généalogique du premier, Don Enrique. Pourquoi ceux-là ne sont pas les mecs du jeu de l'échange et ce sont les Ukélines qui deviennent les Boudomel? Ça n'a pas de sens. Quand on décortique cette histoire, c'est vraiment profond. Donc, la VOC, je peux aller vous renseigner sur la VOC, c'était le plus gros armateur négrier au monde. Il y avait plein de bateaux de partout et c'est le business qui a fait la fortune des souverains occidentaux. Pas hollandais, pas hollandais. Tous les souverains européens. Bon, alors, si vous voulez, je fais rapidement le topo, mais vous n'allez pas sortir d'ici. Hein. Alors, Isabelle la catholique, vers la fin du XVe siècle, Inquisition, elle va chasser tous les juifs de son pays. Ils vont aller s'établir dans différents endroits, notamment en Hollande. Et à partir du moment où les acteurs juifs du commerce négrier vont s'établir en Hollande, la Hollande va devenir, les Pays-Bas vont devenir la première place forte de ce business, la première place financière de ce business. Les juifs, les musulmans, tous ceux qu'on a chassés sont partis un peu partout, notamment en Afrique du Nord, même en Afrique noire. Il y a des communautés juives en Afrique noire qui ont été identifiées dans la période de l'Inquisition. Mais les plus fortunés sont restés en Europe, notamment en Europe des Pays-Bas. C'est eux qui vont donner de la force aux Pays-Bas pour devenir l'une des places fortes de ce business. C'est clair, hein, pas de... Voilà, la VOC va être propriétaire de ce fort qui au départ a été construit par le Portugal. À partir du moment où les Portugais vont chasser les Juifs, que les Juifs vont partir avec leur capacité opérationnelle, ils vont revenir en force sous bannière VOC ou hollandaise pour attaquer les positions portugaises. Ils vont se venger sur le royaume du Portugal économiquement de sa forfaiture inquisitoire. Bon, écoutez, moi je pense que j'étais un peu long, il est 22h bientôt, je vais m'arrêter là. Je suis désolé, je vais m'arrêter là. Je vais conclure. Bon, pour dire une chose. Pourquoi cette histoire est si tenace que c'est Nek qui vend Nek? Pour nous distraire de l'essentiel dans cette affaire. Et l'essentiel de mon point de vue, il consiste en 3 R. Et je vais m'arrêter là, je suis désolé, c'est un peu escamoté la fin, mais voilà. Les 3 R, en acculant les panafricains à ce fallacieux débat sur la responsabilité, on vise à les distraire d'enjeux politiques majeurs inhérents à la connaissance scientifique de notre histoire. Ces enjeux ont pour nom la résistance, la renaissance, les réparations. Si nous avons des choses à nous occuper, c'est ça. C'est pas avec